Dans les années 50, une jeune fille blonde aux yeux gris vit en Autriche. Elle est romantique. Et tout le monde s'accorde à lui trouver un joli talent de peintre, spécialement dans les portraits féminins et les bouquets de fleurs. Elle parvient même à décrocher une bourse d'études, et ses parents, sans enthousiasme, finissent par lui accorder la permission dont elle rêve, aller étudier à Paris, la ville des musées et de toutes les émotions artistiques. Sigrid, puisque tel était son prénom, arrive donc à Paris et s'inscrit à l'école des Beaux-Arts. Et pour elle, c'est l'instant crucial. Une fois inscrite, Sigrid se retrouve tout à fait perdue. « Bonjour, vous êtes étrangère, n'est-ce pas ?» Sigrid considère le garçon qui vient d'interpeller, un brun, souriant, qui a l'air d'être constamment prêt à faire une bonne blague, toujours à rire avec tous ceux qu'il croise. « Autrichienne, je suis, oui. »« Autrichienne, tu es, c'est drôle. Tu es aux Beaux-Arts, moi aussi. Allez, on se tutoie, ce sera plus simple. Je parie que tu dois avoir plein de problèmes. » Ah, Sigrid, en effet, a des problèmes. Elle ne comprend pas vraiment l'esprit parisien. Elle se perd dans la hiérarchie des Beaux-Arts. À partir de cette époque, Michel Delafosse, puisque tel est son nom, prend Sigrid par la main. Il lui indique l'hôtel du Nérac, un petit établissement plein d'artistes, de musiciens, de genre du commun. Il lui indique les petits bistrots où l'on dîne correctement sans se ruiner. Quant à lui, personne ne sait exactement de quoi il vit. Architecte, secrétaire, trafiquant de tableaux ultramodernes. « Sigrid, es-tu libre ce soir ? J'aimerais que l'on dîne ensemble dans un nouveau troquet que je viens de découvrir. »« Ouais, d'accord, mais on paie chacun sa part, hein ?» Après le dîner charmant et très gai, Michel propose une séance de cinéma. Art et essai, bien sûr. Le cabinet du docteur Caligari. « Tu m'invites à un dernier verre, le coup de l'étrier, comme on dit ?» Sigrid ne comprend pas bien ce que veut dire le coup de l'étrier, mais elle a apporté d'Autriche une bouteille de Jerusalemer. C'est un pétillant qu'elle garde dans sa chambre pour une bonne occasion. Quand Michel quitte l'hôtel vers 3 heures du matin, la bouteille est vide et Sigrid est amoureuse. Ah, décidément, Paris est bien une ville de rêve. « Sigrid, je veux te parler un moment. » La petite brune, qui vient d'interpeller la blonde autrichienne, est elle aussi une locataire de l'hôtel de Nérac. « Oui, qu'est-ce qui se passe ? » « Michel et toi, c'est du sérieux ? » ?»« Je sais pas, je suis amoureuse, je crois. » J'en étais certaine. « Le salaud. Tu ne sais donc pas qu'il est marié ? D'ailleurs, tu dois connaître sa femme. Elle expose en ce moment chez Vania Toni. Tu as dû voir les affiches ? Renate Zerdjaz ? Celle qui fait des sculptures cadavériques ? C'est la femme de Michel ? Oui. Elle a gardé son nom de jeune fille. En fait, elle est rescapée de Bergen-Belsen. Elle a perdu pratiquement toute sa famille. Seule sa tante est revenue. Elle a encore sur le bras le numéro matricule que les nazis lui ont tatoué. Sigrid reste silencieuse, mais la brunette continue. Quand Renate est arrivée à Paris, Michel Delafosse a eu vite fait sa connaissance. Elle était un peu perdue aux Beaux-Arts. Alors au bout de quelques mois, elle lui a annoncé qu'elle était enceinte. Et il l'a épousée. Mais ce n'était qu'une grossesse nerveuse, et rien n'est arrivé. Alors il voulait divorcer. Mais Renate n'est pas sans charme. Et de toute manière, aujourd'hui, avec ses sculptures concentrationnaires, c'est souvent elle qui fait bouillir la marmite. Bouillir la marmite, oui, enfin c'est elle qui le fait vivre. De toute manière, elle a au moins 8 ou 9 ans de plus que lui. Le lendemain, Michel doit donner des explications à sa petite amie autrichienne. « Ben oui, c'est vrai, oui, je suis marié depuis 5 ans à Renate. Quand elle est arrivée à Paris, encore toute maigre et perdue, j'ai eu pitié d'elle. Je reconnais qu'elle a un certain talent, mais ses statuts sont tellement inspirés par les camps de concentration qu'elle me déprime. Je ne veux pas avoir une liaison avec un homme marié, Michel. Mais attends un peu. Il n'y a plus rien entre Renate et moi. Simplement, je lui sers de manager. Je gère sa comptabilité, ses impôts. Je discute avec les directeurs de galeries. J'organise le transport de ses sculptures quand elle participe à des expositions à l'étranger, mais c'est tout. Bientôt, je demanderai le divorce. Nous resterons peut-être bons amis, mais si tu as un peu de patience, c'est toi, Sigrid, qui sera Madame Michel Delafosse. Sigrid soupire. Michel poursuit. « Ah, à propos d'exposition, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai montré tes eaux-fortes chez Berneuil, il est emballé. Il te propose de participer à sa prochaine expo collective. Espoir de la jeune gravure. » Alors bien sûr, cette bonne nouvelle est l'occasion d'un dîner entre copains, et Michel sort du restaurant complètement ivre. Le mélange whisky, Bordeaux, champagne et alcool de poire est difficile. Et alors, quand on rentre ivre, on commet certaines imprudences. Renate, l'épouse légitime, découvre un jour, à demi sortie d'une poche de manteau, une lettre dans laquelle Sigrid se plaint de ne pas avoir revu Michel depuis toute une semaine. La lettre est adressée aux bons soins du massier de l'atelier des Beaux-Arts, où, épisodiquement, Michel apparaît. Personne ne saurait dire d'ailleurs à quel titre. La lettre est explicite, du début jusqu'à la fin. « Mon amour chéri,
Pourquoi m'abandonnes-tu toute une semaine? Tu dis que je suis ta véritable épouse, etc., etc. Et le lendemain matin, Michel, le bourreau des cœurs, subit une nouvelle scène. Mais Renate en a trop vu pour élever la voix. Elle est triste, avec dignité. Alors, ta nouvelle conquête, c'est cette Sigrid Weinbach? Tu vas me faire le plaisir de décrocher du mur l'eau forte qu'elle t'a si gentiment dédicacée à Michel de la Fosse, sans qui je ne serais pas la même. Hein, quand on connaît vos relations, ça ne manque pas de sel, mais de là à me l'accrocher sous le nez, hein? Alors, excuse-moi. De toute manière, je n'aime pas du tout son style. C'est de la gravure de femelle. Michel se tait. Que dire? Nier serait inutile. De toute manière, il a 1000 choses à faire pour Renate. Il doit aller chercher la terre glaise toute fraîche dont elle a besoin. Il faut qu'il passe chez le bronzier pour voir où en sont les dernières statues cadavériques et faire un saut chez Sigrid. Michel, je comprends que tu ne puisses pas divorcer instantanément. De toute manière, le fait que tu sois marié ne me pose pas de problème, puisque tu me dis que votre mariage est devenu une amitié intellectuelle et sans aucune relation sexuelle. Mais je te le jure! D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que Renate a trouvé une de tes lettres dans ma poche et elle a pris la chose avec philosophie. Elle aurait pu venir te voir à la galerie et faire un scandale. Tu sais, à son âge, et revenant des camps, elle a une autre vision de l'existence. Ce bel équilibre est rompu le jour où Renate reçoit un télégramme de Prague. Elsie, la tante rescapée des camps de la mort, se sent de plus en plus mal. Elle veut revoir Renate avant de disparaître. « Michel, veux-tu m'accompagner à Prague? » « Mais comment irons-nous là-bas? En voiture? Vania peut me prêter sa panhard. Tu crois qu'on pourrait y aller à 3? Mais à qui penses-tu? À Sigrid? Ah ben tu manques pas de culot. Mais elle ne connaît pas Prague. C'est l'occasion de lui faire découvrir. Bon. Si c'est la condition pour que tu m'accompagnes, j'accepte. Mais attention, à l'hôtel, tu n'oublies pas que c'est moi ton épouse légitime. Tu dormiras dans mon lit. Quand Michel de la Fosse annonce à Sigrid ce projet de voyage à 3, celle-ci réfléchit un moment en silence. On dirait qu'un sourire apparaît presque au fond de ses yeux gris. Mais le voyage va réserver des surprises. À la première occasion de se trouver en tête-à-tête avec Sigrid, Renate aborde la question cruciale. « Mon petit, je comprends que vous soyez sensible au charme de Michel, je suis passé par là. Ah, son air de chien fou, sa manière de tourner la tête quand on le prend à la main dans le sac, sa façon de promettre, de jurer que c'est la dernière fois, plus d'une s'y laissait prendre. Non, Sigrid, vous êtes jeune, inexpérimentée, cette liaison ne vous mènera à rien, car je n'ai pas l'intention de divorcer et Michel n'en a pas les moyens. Puis de toute manière, je vais vous faire une confidence qui va vous étonner. Chez Michel, la seule chose qui m'intéresse, c'est sa braguette. Comprenez-le comme vous voudrez. Sigrid, en entendant ces mots, se fige. Ses yeux gris prennent une couleur foncée, comme un morceau de haine. À partir de cette étape cruciale, le voyage à 3 devient moins plaisant. Sigrid essaye de coincer Michel dans tous les coins des musées, derrière tous les piliers d'église. Fais-moi un enfant. Si j'ai un enfant de toi, tout rentrera dans l'ordre. Michel, qui dort avec sa femme toutes les nuits, n'a aucune envie de compliquer la situation. Cette petite Sigrid, qui lui plaisait tant quand il l'a découverte, perdue dans le Grand Paris, devient un peu trop encombrante et exigeante. Tu devrais profiter de notre séjour à Prague pour aller jusqu'en Autriche, pour saluer tes parents et leur dire que ta carrière prend forme à Paris. Ça serait gentil, non? Je n'irai saluer mes parents qu'à une seule condition, que je puisse leur annoncer que j'attends un enfant de toi. Mais de toute manière, ce n'est pas possible. Nous allons rentrer bientôt à Paris. Jamais tu n'aurais le temps de savoir que tu attends un enfant de moi. J'ai trop de problèmes professionnels en ce moment, je ne pourrais pas supporter l'idée de procréer. Attends un peu mon divorce. Pourtant, Sigrid est bien décidée à obtenir ce qu'elle veut. Quand le trio arrive enfin chez la tante, les recoins discrets ne manquent pas, et la tante Cassia, malgré son mauvais état de santé, peut constater de ses propres yeux que Michel est infidèle à Renate. La situation est d'autant plus compliquée que Renate, malgré ses 39 ans, a elle aussi des prétentions à la maternité. Et c'est ainsi que Michel, à son corps défendant, apprend un beau soir qu'il va être bientôt père. C'est Renate qui est enceinte. Il se garde d'annoncer la nouvelle à Sigrid, mais le Saint-Germain des artistes est un village, et une bonne âme se charge de lui révéler la vérité. Michel, au pied du mur, trouve cependant les arguments qui vont calmer Sigrid. Bon, d'accord, Renate est enceinte, je sais, mais il faut dire qu'à son âge, c'est inespéré. À présent qu'elle a ce qu'elle veut, je crois qu'elle va nous laisser un peu tranquilles. Ah, je comprends ce qu'elle a voulu dire. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Elle m'a dit que chez toi, la seule chose qui l'intéressait, c'était ta braguette. Ça m'a étonné. Ce n'est pas son style. Ben oui, ce qu'elle voulait, c'est un enfant de moi. Je me demande bien pourquoi elle veut avoir un rejeton.
Il risque de me ressembler, et sur le plan physique, passe encore, mais si le fils a le caractère du père, il me fait certainement pas une affaire. Moi, je veux le père tel qu'il est. Tu m'aimes? Mais oui, je t'aime. J'avoue que la situation est un peu compliquée, mais tu es celle que je préfère. Enfin, comment peux-tu en douter? Écoute, pour que j'en sois certaine, ce n'est pas difficile. Je viens de louer un petit appartement de 3 pièces rue du Dragon. Viens vivre avec moi. Michel hésite. Il prétexte qu'il faut qu'il s'occupe doublement de Renate, dont la grossesse est à présent bien avancée. Un jour, il annonce « Ça y est, j'ai un fils !» Ah, une page est tournée. Et comment va-t-il s'appeler? J'espère qu'il te ressemble. Pour l'instant, il a encore l'air d'un petit singe, mais il a déjà mes cheveux. Renate a décidé de l'appeler Othello. Quelle drôle d'idée. Quand viens-tu t'installer chez moi? Bientôt, je te ferai des surprises. De toute manière, j'ai les clés. Si ça se trouve, tu m'auras dans ton lit un beau matin et ce sera pour de bon. Effectivement, Michel, une fois de plus, ivre-mort, débarque une nuit chez Sigrid. Il s'écroule sur le lit sans même se déshabiller complètement. Mais elle ne lui fait aucun reproche. Ça entre dans ses plans. Elle se lève, fouille dans les poches de son amant. Le trousseau de clés est là. Les clés de chez Sigrid et les clés de chez Renate. Sigrid saisit un petit sac de voyage et y glisse un petit marteau, ainsi qu'une torche électrique. Puis, elle quitte silencieusement son appartement. « Taxi 73 au des Petits Champs. » C'est l'appartement de Michel, Renate et Othello. Une fois sur place, Sigrid, au cœur de la nuit, a tôt fait d'entrer dans l'appartement de la nouvelle maman. La serrure est bien huilée, ni la porte ni le plancher ne grincent. C'est en recevant le faisceau de la lampe électrique en plein visage que Renate se réveille en sursaut. « C'est toi, Michel ?» A-t-elle le temps de réaliser son erreur? Nul ne pourra jamais le dire. L'autopsie, dès le lendemain, constate qu'elle a eu le crâne défoncé de plusieurs coups d'un petit marteau très pointu. C'est Michel, en rentrant au domicile conjugal le lendemain, qui constate la tragédie. Il comprend tout de suite qui en est l'auteur. Ce matin-là, en lui servant son petit déjeuner, Sigrid avait un drôle de sourire. Elle se retrouve pour 15 ans en prison. Les jurés ne lui ont pas pardonné d'avoir étouffé le petit Othello